Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Oui, aujourd'hui je n'ai pas mis la veste militaire, je me suis mis plutôt une polaire sur le dos parce que j'ai froid. C'est pas tant qu'il fait si froid que ça dehors, mais il fait un temps gris, humide là, c'est chiant, je suis transi. Voilà, donc j'ai mis la polaire un peu plus chaude et je me suis contenté de la casquette. J'espère que les conditions climatiques ne seront pas un problème pour tester l'objet d'aujourd'hui d'ailleurs, parce que c'est une caméra d'action. Et ça c'est typiquement le genre de truc qu'on préfère tester quand il fait beau dehors. Bon, bah tant pis, c'est comme ça, Akaso, ils veulent vendre des caméras pour Noël, je peux comprendre, donc ils m'envoient ça en période hivernale où il fait un temps pourri dehors. On va essayer le mieux possible de rendre justice à cette caméra, qu'il mérite en plus, parce que sur le papier, elle est vraiment très impressionnante. Elle filme en 4K à 60 frames secondes, donc on devrait avoir un truc d'une finesse et d'une fluidité remarquable. Elle filme en 720p à 240 frames secondes, donc on devrait avoir des beaux ralentis bien fluides. Et puis bien sûr, elle fait tout ce qu'une caméra d'action fait, comme par exemple des timelapses. Elle a l'air très complète en plus, le package a l'air d'être vraiment bien fourni. On a notamment la télécommande pour les prises de vue à distance, et un chargeur de batterie externe, plus 2 batteries supplémentaires. Avec tout ça, on devrait vraiment pouvoir avoir un produit super intéressant. En plus, il coûte dans les 110 € je crois sur Amazon au moment où je fais la vidéo. Donc si la qualité est au rendez-vous, c'est vraiment le deal du siècle. Du coup, est-ce que les conditions difficiles, potentiellement apocalyptiques, indépendantes de ma bonne volonté, vont être un frein pour le test ou pas? Eh ben on va voir ça tout de suite. C'est parti pour le test de la Akaso V50 Pro Spécial Édition. On y va. Voici donc l'emballage de cette Akaso V50 Pro Spécial Édition. Attention, la version Pro qui n'est pas spéciale édition est limitée à 30 frames secondes pour la 4K, donc soyez bien vigilants au moment de passer commande de prendre l'édition spéciale si vous voulez filmer en 4K 60 fps. Pensez aussi que pour atteindre un tel débit vidéo, il vous faudra une carte micro SD U3. Donc un peu plus cher que les cartes micro SD habituelles. Bon, ça se trouve relativement facilement et à des prix relativement abordables maintenant, mais il faudra bien faire attention à tout ça pour ne pas vous retrouver avec une expérience décevante. La caméra trône derrière cette petite vitrine en plexi, en plastique dur, qui est collée au carton ici, qui est vraiment scellé à la boîte. Akaso m'a même envoyé un petit tuto vidéo pour apprendre à déboîter ce truc-là sans le défoncer complètement. Mais en réalité, j'avais déjà compris comment faire avant de recevoir leurs instructions. Quand je n'arrive pas à ouvrir quelque chose par en haut, moi, j'essaye toujours de le faire par en bas. Et là, c'est très facile. Hop, on a juste à défaire les 4 petits volets en carton comme ceci. Ensuite, ça coulisse. Hop, vous voyez, la caméra tout entière descend. Oup, là. Et c'est comme ça qu'on l'extrait donc de cet ensemble plastique et carton qui ne forme qu'un seul et unique élément en fait. Voilà, donc la caméra, elle est clipsée sur un petit socle de plastique. Si vous voulez la déclipser, il faut enlever le caoutchouc qui se trouve derrière ici. Voilà, il y a une sorte de petit patin de caoutchouc qui bloque l'ensemble. Et ensuite, vous pourrez pousser la caméra vers l'avant pour la détacher de l'ensemble. Voilà, donc elle est déjà préinstallée dans son caisson transparent. Il y a des petits films collés un peu partout pour la protéger. Et bien sûr, ce bout de caoutchouc là, c'est quelque chose qu'il faudra enlever et jeter. Ça ne sert plus à rien une fois que vous avez sorti la caméra de sa boîte. On va regarder tout ce qu'il y a en termes d'accessoires, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses dans cet emballage. C'est vraiment très très riche. Jugez plutôt. Voilà, il y en a partout. Ah, j'en fous même par terre. Qu'est-ce que j'ai fait tomber? Oh, une plaque adhésive. Allez, on va essayer de la rechoper. Hop. Voilà. Donc c'est simplement un truc qu'on peut coller sur un casque ou autre pour venir ensuite y fixer la caméra. Il y a même un pas de vis, donc c'est compatible avec vos trépieds. Le petit chargeur pour les batteries, ça c'est vraiment un très gros plus d'avoir mis ça parce que... Attendez, je vais essayer de faire le point dessus. Voilà, c'est vraiment un très gros plus parce que vous pouvez charger 2 batteries en simultané. Donc vous aurez toujours des batteries chargées sur vous. Et bien sûr, ils ont eu la gentillesse de nous en mettre plusieurs. Il y en a déjà une de préinstallée dans la caméra. Et il y en a 2 de plus. Ce sont des petites batteries qui ressemblent énormément à celles des GoPro. Je ne sais pas d'ailleurs si elles sont compatibles entre elles. Ce serait bien possible. En tout cas, c'est cool parce que pour 100 balles, vous avez déjà la caméra et 3 batteries, celles préinstallées plus 2 autres. Vous pourrez filmer pendant longtemps sans être embêté.
on a un petit peu de doc. Bon, c'est vraiment juste les bases, hein. Il n'y a rien d'écrit, hein. C'est juste voilà, comment préparer la caméra, comment la sortir du caisson, comment recharger la batterie, comment mettre la batterie dans la caméra, et puis c'est tout. Pour le reste du manuel, il faudra télécharger un QR code. J'imagine qu'ils font ça pour qu'il y ait moins de papier. Je me demande si c'est pas une norme maintenant, si les constructeurs sont pas obligés de faire ça. Donc après, on a plein d'accessoires, donc un petit outil pour monter et démonter certains accessoires. Un élément de caisson de rechange pour l'arrière. Je ne sais pas si celui-ci a une particularité par rapport à l'autre. Je ne pense pas, c'est juste un élément de rechange. Divers systèmes de clips compatibles GoPro. Bon, je ne vais pas tous vous les montrer dans le détail, hein, c'est pas hyper intéressant. Ici, on a encore un système de clips adhésif, mais celui-ci n'est pas percé pour les trépieds. Bien sûr, un câble de recharge. Alors attention, ça n'est pas du micro, mais du mini USB. Parfois, les gens me disent, mais pourquoi ils ont mis du mini USB, c'est obsolète, machin. Parce que ce sont des prises qui tiennent beaucoup mieux. En cas de vibration ou de choc, les petites prises micro USB ou USB type C ont tendance à se déclipser, alors que celles-là tiennent beaucoup mieux. C'est certainement pour ça qu'ils ont choisi ça. Sur les dashcams de voiture, c'est pareil, hein, c'est souvent du mini USB. Ici, on a un brassard qui permettra de fixer la caméra à son bras. Divers éléments de fixation. Ici, on a une petite chiffonnette pour essuyer l'écran. Un adaptateur pour fixer la caméra à un cadre de vélo, de trottinette électrique ou de ce que vous voulez. Et donc, la fameuse télécommande. Elle, on va la regarder un petit peu dans le détail parce que c'est quand même quelque chose d'intéressant, d'important. Ça se présente un peu comme une grosse smartwatch, voilà, avec les boutons pour allumer, pour prendre une séquence vidéo et pour prendre une photo. C'est vraiment très bête. Ça marche avec une CR2032 qui est fournie. Le bracelet est en caoutchouc. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt agréable, c'est plutôt qualitatif. Voilà. Donc, ouais, un package quand même assez bien fourni, je trouve, hein, personnellement. Pour 100 balles, franchement, chez GoPro, on aurait à peu près les accessoires, mais pas la caméra avec, quoi. Donc, ouais, un package généreux. Ça, c'est vraiment déjà le premier point positif de cette caméra. La caméra d'action est bien protégée à la livraison, hein, puisqu'elle est préinstallée dans son petit caisson étanche. Caisson étanche qui est d'ailleurs anti-reflet sur la majeure partie de sa surface, à part évidemment en face de l'objectif et au niveau de l'écran. Ce qui lui confère un look un petit peu plus classe, je trouve, que la plupart des caissons étanches qui sont fournis avec les caméras. Bon, c'est un détail hein, de design, mais ça fait toujours plaisir. Ça s'ouvre par le devant comme ça. Alors évidemment, c'est assez compliqué à ouvrir, hein, il faut mettre de la force. Mais c'est normal, hein, c'est parce que cette force permet en fait au joint, hop, voilà, on entend bien hein, le côté ventouse, on voit le joint ici, bah, de faire office de joint anti-flotte, quoi. Hein. Et le caisson est supposé pouvoir aller jusqu'à 30 mètres de profondeur. C'est pour ça qu'il faut un gros ressort ici sur le dessus. On va extirper la caméra, voilà. Donc on a une belle petite caméra, hein, avec donc un petit protège objectif ici, et puis de l'autre côté un petit protège écran, voilà, que je vais éplucher soigneusement. L'écran il est anti-reflet, vous voyez bien hein, que le reflet de ma lampe n'est pas hyper net, mais il n'est pas trop anti-reflet non plus, donc ça ne devrait pas perturber l'expérience du viseur. Ici sur le côté, on voit les interfaces donc, de recharge, j'imagine, HDMI pour se brancher à un téléviseur, et ici la prise pour mettre la carte micro SD. Donc ici j'ai mis une 64 Go qui est une U3, hein, c'est indispensable évidemment pour faire des prises de vue en 4K 60 fps. Sur le devant, à part l'objectif, rien à dire. On a cette espèce de petit logo qui est celui, non pas d'Akazo, je ne crois pas, mais c'est quoi, une association écologique qui dit, voilà, ce produit peut être entièrement recyclé, un truc comme ça. Je sais pas trop, je ne me suis pas renseigné sur ce Leave No Trace. Vous irez voir sur Google si ça vous intrigue. Sur le dessus, on a le voyant pour le Wi-Fi, qui a la forme donc d'un Wi-Fi. J'imagine ici le micro, à moins que ce ne soit le haut-parleur, je suis pas sûr. Ça doit être ça le haut-parleur. Ça, du coup, je ne sais pas ce que c'est. J'ai l'impression que le micro, il est plutôt ici en bas. Ou alors ils en ont mis un de chaque côté, peut-être, je ne sais pas. On a donc deux boutons d'interface de ce côté-là. Et sur le dessous, donc on a un petit pas de vis pour un trépied. On n'a pas besoin d'utiliser un des accessoires fournis. C'est directement intégré dans la caméra. Ça, c'est plutôt bien vu. C'est pas toujours le cas.
Et ici, derrière cette petite trappe, il y a donc la batterie incluse. Donc avec les deux qu'il y avait dans l'emballage tout à l'heure, ça en fait 3 au total. C'est pas l'autonomie qui devrait être un problème. Ces batteries font chacune 1100 mAh, donc c'est déjà pas mal. Maintenant, on va voir ce que donne la caméra quand on l'allume. Allez, on va jeter un rapide coup d'œil à l'interface de la caméra. Déjà, on va voir combien de temps elle met à s'allumer. Ça va, c'est très rapide, vraiment très très rapide. On a un petit voyant ici qui nous donne l'état de la caméra, si c'est en stand-by comme ici, c'est en bleu, si ça enregistre, ça clignote rouge, etc. Et donc on a un bel écran 2 pouces IPS avec des super beaux angles de vision, c'est assez inhabituel, une belle résolution, on n'est pas sur une dalle Pentile low cost comme on a l'habitude de voir sur ce genre de caméra. Pour une caméra à 100 €, je ne m'attendais pas à un aussi beau viseur. C'est limite plus joli que le viseur que j'utilise actuellement sur ma caméra. Mais quand même pas, hein, faut pas déconner. Mais enfin, pour le prix de la caméra, c'est une excellente surprise. C'est un écran tactile en plus, hein, donc ici vous voyez en haut les icônes qui indiquent le mode dans lequel vous êtes, le temps restant d'enregistrement. Donc par exemple là en 4K 60 fps, il me reste 1 heure sur une 64 Go vierge. Donc voilà, ça vous donne un ordre d'idée hein, de la capacité qu'il vous faudra prévoir. Ici, on peut voir le niveau de la batterie. Et ces petits chevrons de chaque côté, ce sont les interfaces donc justement de l'écran tactile. Donc ici, pour changer rapidement de mode de prise de vue, hein, donc bon, c'est assez classique. Le mode nuit, par exemple, va augmenter l'ouverture, j'imagine, hein, l'aperture, comme on dit. On va revenir en arrière. Ici, en bas, ça me permet d'activer ou de désactiver certaines options, comme par exemple, tiens, la télécommande de la caméra, voilà. Et puis ici, à droite, c'est là qu'il y a le plus de choses. Donc ça me permet de choisir si je fais de la vidéo, de la photo ou du playback, c'est-à-dire voir ce que j'ai déjà filmé ou capturé avec la caméra. Et puis, si je vais dans Setup, eh ben, je vais pouvoir faire des réglages pour la vidéo, pour la photo, etc. Donc par exemple, si je vais dans Vidéo, je vais pouvoir choisir la résolution vidéo. Alors après, attention, il faut utiliser les boutons pour sélectionner. Par exemple, si je veux faire un timelapse, il faudra que je choisisse Fast Motion Movie. Et de là, ensuite, je peux choisir à quelle vitesse je veux que mon timelapse se fasse. Voilà, donc là, ils ont choisi de mettre des vitesses d'accélérer plutôt que le nombre de secondes entre chaque frame. Bon, pourquoi pas, le résultat sera le même. Hein. Bien, alors je vais tourner 2 séquences avec cette caméra. Hein. La première en intérieur, en 4K, 60 frames par seconde. Dans ce mode-là, on ne peut pas activer la stabilisation numérique de l'image. Donc, on verra ce que ça donne quand elle n'est pas activée. On ne peut l'activer qu'à partir du mode 1080p 60 frames seconde. Hein. Donc, je vais descendre l'escalier de mon étage, traverser mon couloir et descendre l'escalier du sous-sol. Comme ça, on sera vraiment dans un milieu où la luminosité est assez faible. Pour le moment, la luminosité ambiante est correcte, on va dire. Je descends l'escalier, je traverse le couloir. Je vais faire un petit travelling aussi, histoire qu'on puisse juger de la fluidité. Voilà. Donc là, j'utilise le micro de la caméra. On peut utiliser un micro externe filaire, mais il est vendu séparément et ils ne me l'ont pas envoyé. Donc là, on va voir ce que ça donne en basse luminosité. Voilà. Voilà, donc maintenant je suis en extérieur. J'ai activé la stabilisation digitale de l'image. Je suis en 1080p 60 fps. On va faire un petit tour du jardin. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin parce qu'il pleut toutes les 2 minutes en ce moment. Et c'est particulièrement chiant. Donc là, j'ai pas de gimbal ni rien du tout. Hein. Je suis juste sur un pauvre trépied fixe que je tiens dans les mains. Donc ça va vraiment être l'occasion de voir si cette stabilisation de l'image est bonne ou pas. Je pense qu'il y aura du vent dans le micro aussi, mais ça permettra de voir comment on s'en sort à ce niveau-là également. Et voilà.
bien, il est temps d'amener une conclusion à cette vidéo et de donner une note à ce produit. Et une fois n'est pas coutume, je vais commencer par les choses que je n'ai pas aimées sur cette caméra. Il y a trois choses, trois petites frustrations qui m'ont un peu gâché la fête, à savoir la stabilisation optique qui donne à l'image un côté gélatineux, en tout cas quand on est piéton, qui m'a pas plu du tout. Ça marche peut-être mieux à vélo ou à moto, je sais pas, mais en tout cas à pied, c'est pas concluant. Il vaudra mieux utiliser un gimbal. Les performances en faible luminosité, ça devient tout de suite trop sombre et on n'y voit plus grand chose, donc ça c'est un petit peu décevant aussi. Et puis, ce qui m'a agacé le plus, c'est que quand on se met en 240p pour faire un ralenti, je trouve que l'image pixelise quand même pas mal. À mon avis, on n'est plus en 720p, on doit tomber à du... je sais pas si c'est du 540 ou du 480p, qui est derrière extrapolé en 720p, et ça se voit, quoi. Il y a de la pixelisation, c'est pas aussi net que ça pourrait l'être, ce qui est franchement dommage, parce que le ralenti est très beau, à part ça, il est bien fluide. Franchement, vous n'aviez pas trop envie de vous boire un verre de coca tout à l'heure? Ah, je suis sûr que si. D'ailleurs, si ces messieurs de chez Coca-Cola veulent me sponsoriser, je prends les chèques à partir de 2000 €. Hein. Voilà, donc ça c'était pour les choses que j'aimais pas trop. Après, c'est vrai que tout le reste, c'est génial, hein. Comme je viens de le dire, le ralenti est super fluide, et franchement, même s'il est pixelisé, c'est quand même un effet super sympa. Le timelapse est superbement bien fait. Et puis quand on filme en 4K, 60 fps, c'est beau, c'est fluide, c'est net. Je sais pas ce qu'il y a comme capteur là-dedans, ils le disent pas, c'est peut-être un capteur maison de chez Akaso, mais en tout cas, il donne vraiment un super bon résultat. J'ai pas eu de problème du genre des bords qui devenaient roses ou violets, comme on a parfois sur certaines dashcam ou caméras d'action comme ça, chinoises premier prix. Là, on est quand même sur du sérieux. Ça ira pas concurrencer GoPro, hein. Attention, vous aurez un meilleur résultat avec une GoPro, c'est sûr. Mais sachant que cette caméra est 2 fois moins chère qu'une Hero 7 et 4 fois moins chère que la Hero 8, qui est la seule qui peut rivaliser en termes de 4K 60 fps, là, évidemment, avec un tel écart de prix, la Akaso sort largement gagnante. Donc, vous avez beaucoup de pognon et vous voulez vraiment le summum, ça remplacera pas une GoPro. Mais si vous avez un budget plus serré, ce sera un excellent substitut. Superbe petite caméra. Du coup, quelle note je lui donne? Je vais quand même être sévère parce que y a quand même des problèmes assez embêtants et qui touchent directement la qualité de l'image. Donc comme j'ai quand même apprécié le produit et que globalement je trouve quand même que c'est un bon produit, je vais lui mettre la note de 3. Mais il y a encore pas mal de petites choses à améliorer chez Akaso pour pouvoir prétendre à une note plus élevée de 4, voire même évidemment de 5. Et bien voilà, c'était le test de cette V50 Pro Special Edition de chez Akaso. J'espère que cette vidéo vous aura plu en dépit des mauvaises conditions climatiques. Et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!